Les énergies renouvelables sont-elles vraiment propres? Dans ce mémoire, je vais essayer de répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Pour commencer, parlons des panneaux photovoltaïques, et plus particulièrement de leur conception. En effet, peu de gens connaissent leur processus de fabrication et leurs conséquences sur l'environnement. La première étape de ce processus est consacrée au raffinage du silicium. Dans un premier temps, il faut prélever la matière première, telle que le quartz ou le sable, dans son milieu naturel. Ces matières premières sont de plus en plus prélevées et donc leurs réserves diminuent. Par la suite, on crée le silicium métallurgique grâce à un four à haute température qui va permettre l'extraction du carbone des matières premières. Cette étape représente un dégagement de chaleur important et par conséquent un dégagement aussi de CO2. Pour exemple, 1 kg de silicium représente un dégagement de 31,4 kg de CO2. À la fin de cette étape, le silicium est pur à 98,99%, ce qui n'est pas correct pour le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque. Dans un deuxième temps, le silicium métallurgique est transformé en silicium solaire. Pour cette étape, deux méthodes sont possibles, la voie chimique et la voie métallurgique. La voie chimique consiste à une synthétisation d'éléments gazeux suivie d'une décantation thermique, ce qui va permettre de purifier le silicium. Cette méthode est très consommatrice et très polluante. Les produits chimiques sont présents et par conséquent il y a des risques élevés au niveau déchets mais aussi au niveau inflammabilité. Pour la voie métallurgique, elle consiste à l'utilisation d'une série de fusion et de solidification. Cette voie est 20% moins chère que la voie chimique, donc elle sera dans la majorité des cas utilisée par les entreprises. Son inconvénient, c'est le temps de purification qui peut être élevé. Car si le silicium n'atteint pas le beau taux de purification, on réenclenche une série de fusion et de solidification jusqu'à atteindre ce bon taux. L'étape numéro 2 consiste à la cristallisation du silicium et à la mise en forme des plaques. Dans un premier temps, il faut obtenir un taux optimum de pureté. Par conséquent, on va effectuer un dopage des plaques de silicium à l'aide d'atomes de bore. Dans un deuxième temps, il va falloir gommer toutes les impuretés afin de ne pas altérer la conductivité du matériau. Ces impuretés se manifestent sous forme de restes de métaux ou restes de dopants. Pour finir cette étape, il faut effectuer la cristallisation du silicium. Cette cristallisation est possible selon trois voies. Et par conséquent, il y aura trois résultats différents. Le monocristallin, le multicristallin et le multicristallin à ruban. Les entreprises choisissent une de ces trois voies. On place maintenant à l'étape numéro 3, la fabrication des cellules. Cela commence par un décapage des plaques. En effet, nous plaçons les plaques dans un bain d'acide qui va permettre de gommer toutes les impuretés qui n'ont pas pu être éliminées lors des étapes précédentes. Ensuite, nous allons effectuer une texturation des plaques qui consiste à créer
un confinement optique pour éviter la réflexion des rayons solaires et donc améliorer les performances du panneau. Nous allons réeffectuer un dopage, mais cette fois-ci par diffusion thermique, pour améliorer le rendement du système. Nous allons aussi faire des découpes au plasma au niveau des bords de plaque afin de dissocier la partie émetteur de la partie arrière. Nous allons effectuer aussi un traitement anti-reflet, donc qui va permettre de diminuer les pertes de rayons de soleil, mais aussi de passiver la surface pour une conductivité optimum. De même que pour la face avant, nous allons doper la face arrière pour améliorer le rendement du système. Ensuite, nous allons effectuer la métallisation des plaques qui consiste à effectuer une sérigraphie en face avant, borne moins, et en face arrière, borne plus. Et enfin, nous allons effectuer des tests, ce qui va nous permettre de justifier du bon fonctionnement du panneau. Si le panneau fonctionne bien, on le garde. Si le panneau ne fonctionne pas, on le jette. On passe maintenant à l'étape numéro 4 et dernière étape du processus. Assemblage des modules. Dans un premier temps, nous allons assembler les cellules entre elles. Ensuite, nous allons former ce qu'on appelle le panneau photovoltaïque. Enfin, pour terminer ce processus, nous allons mettre en place une phase de protection en face avant pour se protéger des intempéries et du milieu extérieur. On passe maintenant à l'autre problème sur les énergies renouvelables qui nécessitent une étude, la géothermie, et notamment les forages profonds. La géothermie est une énergie qui présente de nombreux avantages et enjeux, notamment la production d'électricité et de chaleur combinée. Elle représente aussi une énergie disponible 100% du temps. Et enfin, elle possède une diversité de technologies qui permet son utilisation dans différents cas. Malheureusement, la géothermie représente un impact sur l'environnement. Lors de chantiers, il y a par exemple la création de nuisances sonores et de vibrations qui peuvent altérer le bon fonctionnement de l'écosystème alentour. Il peut y avoir aussi, comme on l'a vu précédemment sur le retour d'expérience, un impact sur les ressources en eau, notamment avec la diffusion de produits dans la nappe phréatique. Il y a aussi émission de gaz à effet de serre, notamment lors des périodes de chantier. Enfin, le dernier point de mon mémoire est l'énergie hydraulique, et plus particulièrement les barrages hydrauliques. Les barrages permettent la production d'électricité. Ils permettent aussi la gestion des pics de consommation d'électricité des grandes villes. De plus, ils permettent le développement d'activités nautiques dans des zones inappropriées, par exemple en montagne. Enfin, ils permettent la gestion des crues et évitent les inondations en aval. La première conséquence est la perturbation de l'écosystème. En effet, lors de la construction du barrage, l'eau est retenue en amont, noyant une partie du paysage. En aval, le volume d'eau se réduit et le cours de l'eau est alors modifié.
En amont, les espèces d'eau courante disparaissent au fur et à mesure du temps au profit d'autres espèces d'eau stagnante. En aval, les marais ne sont plus inondés car les barrages régulent le débit d'eau. Par conséquent, les espèces présentes dans ces marais disparaissent peu à peu et ne peuvent plus se reproduire. Deuxième conséquence des barrages, l'envasement et les sédiments. Un lac de retenue se forme en amont du barrage et facilite la stagnation des sédiments. Ces sédiments se tassent au fond du lac et forment une vase. Cette dernière peut avoir des conséquences dramatiques pour le barrage, car elle peut nuire au bon fonctionnement et à la production de l'électricité. De nos jours, les lacs de retenue sont souvent vidés afin de nettoyer cette vase. Mais il existe aussi d'autres techniques plus développées et plus coûteuses. Deuxième conséquence des barrages. La troisième conséquence est l'érosion des rives et des côtes. En effet, le cours d'eau étant modifié, le transfert des sédiments vers la mer est perturbé. Des chercheurs ont révélé que pour le Rhône, le débit de sédiments avait été divisé par 4 sur 100 ans. Les conséquences se ressentent sur les côtes, car les sédiments n'arrivent pas à compenser l'érosion naturelle. Par exemple, à certains endroits en France, la mer peut avancer de 2 mètres par an. La quatrième conséquence est les maladies transmises aux hommes. En effet, l'eau stagnante facilite le développement des bactéries et des vers, ce qui peut avoir comme conséquence de contaminer la pureté de l'eau. Une étude a été faite en Afrique sur 200 villages concernant les contaminations à partir de cette eau. De plus, l'eau stagnante facilite le développement des moustiques. Et comme les moustiques sont porteurs de maladies, les maladies se développent autour du barrage. Dernière conséquence des barrages, la rupture. Fort heureusement, ce phénomène possède un risque très faible, mais est possible. En cas de rupture, les conséquences peuvent être terribles, puisque la vallée, présente en aval du barrage, peut être ensevelie par les eaux en peu de temps. En France, en 1959, le barrage de Malpasset s'est rompu et a fait 423 morts. En conclusion, les énergies renouvelables peuvent être comparées à un iceberg. La partie supérieure de l'iceberg représentant la production d'énergie à partir d'énergie non fossile. Mais la partie immergée de l'iceberg, et souvent méconnue du grand public, représente tous les déchets et la consommation qu'impliquent ces énergies.